Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de Tarot Tor. Comme à chaque fois, nous allons suivre le parcours de mon invité au travers de 12 questions reposant sur le monomythe de Joseph Campbell. Une structure narrative ayant inspiré la majorité des blockbusters hollywoodiens et que j'utilise désormais pour vous faire découvrir mes invités. Pour chacune de mes questions, l'interviewé tirera une carte du tarot au hasard pour l'inspirer et la guider dans sa réponse. Pour le premier épisode de cette deuxième saison, je reçois une autrice que j'ai découvert grâce à Emmanuelle Liger, l'une des invitées de la saison 1, et qui m'a permis d'avancer grandement dans mes recherches sur l'histoire du tarot, Isabelle Nadolny. Je suis conteuse, historienne, formatrice, dans le sens où je donne des ateliers de contes, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale de France. Je suis également actrice et chanteuse. Et je suis à mes heures perdues tarologue. Je dis à mes heures perdues parce que je n'aime pas cette étiquette qui mettrait le tarot au centre de ma vie, ce qui n'est pas le cas. Ce qui est au centre de ma vie, c'est les histoires, l'histoire, le fait de raconter des histoires et de faire aussi des recherches historiques, à la fois pour écrire des livres d'histoire et pour nourrir mes histoires. Ça fait beaucoup d'histoires tout ça. Si elle est surtout réputée pour son ouvrage de référence L'histoire du tarot, Isabelle travaille actuellement sur les histoires du tarot, son prochain livre qui s'annonce passionnant et qui se concentrera sur les textes, mythes, contes et légendes en lien avec le tarot et les personnages et archétypes que l'on voit dessus, ainsi que sur la façon dont on peut créer des histoires avec le tarot. Enfin, vous pouvez également la retrouver lors de ses spectacles, Contes des Arcanes, où elle donne vie au tarot au travers de 22 récits historiques. Comme il s'agit d'une de mes invitées plutôt axée tarot, je lui ai aussi demandé quelle était sa vision du tarot. Pour moi, le tarot, c'est un jeu de cartes qui a été créé au cœur du Moyen-Âge, d'ailleurs avec de belles images, de beaux archétypes, une belle source d'inspiration. J'ai pas envie d'en faire un objet au centre de ma vie qui va me guider dans mon développement personnel, qui va me dire ce que j'ai à faire, Je pense que c'est une magnifique source d'inspiration. Et pour l'inspirer aujourd'hui, Isabelle a tout naturellement choisi le Marseille Waite de son ami Emmanuelle Liger. C'est un jeu que j'aime beaucoup pour la modestie de sa démarche, puisqu'il se présente comme un chaînon manquant entre le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite. Si sa dynamique reprend celle du Rider-Waite avec ses mineurs entièrement illustrés, son style s'inspire plutôt de celui plus ancien et simple du tarot dit de Marseille, en offrant une atmosphère plus moyenâgeuse. Un travail de passionné qui permet aux amateurs de l'imagerie Marseille de travailler également avec les arcanes mineurs qui rendent le travail projectif trop complexe avec le jeu classique. Niveau conception, c'est un jeu mass market plutôt bien produit. Pour une vingtaine d'euros, vous aurez droit à un beau coffret bien rigide, un livret et une petite sacoche pour protéger le jeu. Les cartes ne sont pas très épaisses mais suffisamment pour être solides et se manipulent bien. Le livret est complet, les cartes sont toutes identifiées par une série de mots-clés selon la position de la carte. Enfin, on peut trouver 2 tirages à la fin. Petit regret, un manque d'explication qui aurait pu aider les néophytes. Mais à ce prix, le jeu reste une belle affaire si vous êtes sensible à cette imagerie. Mais maintenant, voyons ce que le tarot Marseille Waite va nous dévoiler de l'histoire d'Isabelle. Un cavalier de bâton. Moi, ça m'inspire quelqu'un qui a une immense énergie et qui, dans un premier temps, ne parvient pas toujours à savoir comment la déployer. Oui, ça me fait un peu penser à ces chevaliers médiévaux qui s'en vont sur les chemins en quête de quelque chose et qui ne savent pas toujours où diriger leurs pas. Et celui-là est très fougueux, en plus, celui-là est à la fois très vaillant et peut-être un peu déséquilibré, pas très stable, et en même temps déjà avec beaucoup de puissance et de force. La famille des bâtons est celle de la passion, de l'énergie. Le cavalier est une figure d'action. C'est un héros qui exporte les valeurs de sa famille, même si lui-même ne les maîtrise pas. Le cavalier de bâton est un amant fougueux. Il ne contrôle pas encore pleinement ses désirs. Il n'a pas peur d'explorer de nouveaux territoires, mais devra faire attention à garder la tête froide. Ça me parle bien pour ce monde ordinaire, pour ce quotidien avant la démarche artistique, c'est-à-dire j'avais une énorme énergie, un talent, un potentiel dans le bâton, dans le tarot, pour Jodorowsky avec qui j'ai commencé, selon ses enseignements à lui, le bâton c'est l'énergie créative et sexuelle aussi. Et donc j'avais une immense énergie créative, je ne savais pas où la diriger, je ne savais pas comment la déployer et c'était une vie un peu instable, chaotique. Ça me fait penser à mon arrivée à Paris, ça, où je suis arrivée toute seule avec mon baluchon, plutôt comme le mat du tarot, avec un potentiel, une énergie. Je ne savais pas ce que je ferais de ma carcasse. J'avais juste un rendez-vous à la Sorbonne pour faire mon DEA d'histoire à l'époque, et puis c'est tout.
Je ne savais même pas quel métier je ferais. Je ne savais même pas si je serais historienne. Je ne voulais pas être prof. À la fac, je ne voulais pas être prof en lycée, collège. J'ai erré plusieurs années comme ça. Bon, je n'avais pas de fier destrier avec lequel cheminer, donc je dirais pas que j'avais mon bâton en main et que je marchais dans les rues de Paris de découverte en découverte en essayant de trouver ma voie. Et ça a duré assez longtemps avec en plus une énergie un peu instable. J'avais des problèmes de santé à l'époque, donc c'était assez difficile à gérer tout ça. Et il y a eu beaucoup de nervosité, beaucoup de soucis, de combats à mener aussi. Pour moi, le chevalier, c'est aussi le guerrier. Il fallait se battre. Et ça a duré assez longtemps avant de trouver mon chemin. De trouver peut-être la cour du roi Arthur, j'en sais rien. Mais... Donc c'est le guerrier solitaire avec sa fougue, sa force et son désarroi. As de denier. Ah bah là, ça me fait penser à, tel qu'il est présenté sur cette carte, en tout cas, ça me fait penser à un cadeau. Tiens, on va t'aider là, on va te donner quelque chose, un peu la main de Dieu qui sort du ciel. Tiens, prends, vas-y là. Et puis il y a je sais pas, les petites flammes d'espoir, le soleil qui se remet à briller, genre on sort des ténèbres du chemin chaotique du chevalier. C'est marrant, je le vois là, lui, sur le chemin avec le ciel sombre là. Puis hop, ça s'éclaircit. La famille des pentacles ou des deniers évoque les biens matériels, le concret. L'as symbolise le potentiel brut. L'as de denier évoque le fait d'avoir les pieds sur terre, d'être réaliste, mais aussi les opportunités à venir. C'est une carte de stabilité qui porte ses fruits. C'était il y a un peu plus de 10 ans où mon meilleur ami faisait du théâtre. Il avait intégré une école professionnelle de théâtre. Et moi, depuis que je suis jeune, j'ai ça en moi, ce potentiel artistique, mais je l'ai longtemps nié, suite aux difficultés de la vie, au manque de confiance, au manque de beaucoup de choses. Et mon ami m'a dit viens, c'est génial, on va partir en tournée au Maroc. Et moi, je suis allée pour aller au Maroc, pour aller au soleil. Et quand je me suis retrouvée dans cette école, c'est l'école de Peter Tournier que je connais encore aujourd'hui, ça m'a révélée à moi-même, c'est-à-dire que j'ai vu que j'étais faite pour ça, pour faire au départ du théâtre. J'aime toujours aujourd'hui être actrice d'ailleurs, mais ce qui s'est révélé très vite, c'est le conte, c'est l'art de raconter des histoires, c'est le fait de travailler sur le plateau à une connexion à soi-même, à un moment présent, pour faire sortir l'imaginaire, pour le laisser se déployer. Et un long travail a commencé à ce moment-là, juste par cette rencontre-là, par presque le plus grand des hasards. Et c'était un beau cadeau, ça m'a permis de me révéler et de sortir de cette quête sombre, ou en tout cas de mieux la diriger. 7 de denier. C'est intéressant. Là, ça me fait penser au fait d'avoir bien travaillé et de récolter enfin les fruits de mon travail et de se poser enfin un peu aussi, dire c'est bon, il y a eu beaucoup de travail de fait, là c'est un peu en contradiction, je trouve, avec le cavalier ardent du début, avec un peu là, le laboureur qui est content de récolter ses fruits. Le chiffre 7 est celui de la détermination. Le 7 de denier est une carte de préparation, d'attente. Elle symbolise le moment où le paysan, ayant planté ses graines, n'a plus qu'à attendre de les voir pousser pour récolter. C'est une invitation à prendre son mal en patience pour réussir. À ce moment-là, moi j'aurais envie de relier cette carte au fait que je m'étais dit à l'époque qu'il va y avoir beaucoup de travail. Il va falloir remuer le sol et remuer... Et c'est intéressant, toutes ces pièces jusqu'en haut du bonhomme, c'est-à-dire remuer tout ce que je suis, sarcler, bêcher, ensemencer, guérir cette terre, peut-être ce terrain qui était difficile. Comment je pourrais appeler ça ? Reprogrammer. Petit à petit, année après année, déprogrammer le manque de foi, le manque de confiance, guérir petit à petit certaines blessures, remettre d'aplomb ce qui était cassé.
À côté de ça, cultiver la joie, ouvrir les bons côtés, évidemment. Non, en soi, il n'y a pas que des mauvaises choses, mais ouvrir, oui, c'est les bonnes choses aussi, faire se déployer l'intuition, le talent, le goût pour l'art, cette facilité que j'avais dès le début aussi à conter ces histoires, à jouer des personnages aussi, à chanter. Donc il a fallu, oui, redéployer les belles choses qui m'habitaient et faire un travail de guérison sur d'autres choses. Et ça, je pense que c'est l'œuvre de toute une vie. C'est peut-être encore le cas aujourd'hui, mais enfin bon, il y a eu beaucoup de progrès. Et c'est marrant parce que cette carte m'inspire pas tellement de doutes, mais si j'en avais, ce serait ça, c'est de dire ça a demandé un énorme travail et encore aujourd'hui. Et c'est une bonne chose au fond. Valet de coupe. Ce serait lui, le mentor. La famille des coupes est associée à l'émotionnel. Le valet est la figure de l'initiation. Il découvre tout juste les valeurs de sa famille. Le valet de coupe est celui de l'intuition. Il évoque l'art connecté au sentiment, l'écoute de sa voix intérieure. Ce sont les prémices du sentiment amoureux, l'ouverture à l'autre. C'est étrange. Parce que oui, j'ai eu un mentor, j'ai eu clairement quelqu'un qui est venu m'aider, me filer un coup de main phénoménal. Enfin, la personne qui tenait cette école de théâtre au départ, maintenant il est plus devenu coach et formateur, mais Peter Tournier, c'était mon mentor. J'ai du mal à l'assimiler à un valet de coupe, quoi. Enfin, c'est quelqu'un de très sportif, qui, je trouve, a beaucoup de force. Donc, peut-être que si on parle du valet de coupe quand même, il y avait dans sa démarche de m'aider, il y avait une douceur, c'est quelqu'un qui a du cœur, c'est quelqu'un qui est très généreux, donc peut-être que qu'il n'a pas mesuré, enfin... voilà, il m'a aidé sans compter avec son cœur et c'est peut-être ça qui m'a touchée alors et c'est peut-être pour ça que j'ai tiré cette carte. C'est marrant, le valet de coupe, c'est plutôt moi que j'ai envie de voir là-dedans aussi, c'est-à-dire ça m'a appris à réouvrir mon cœur aussi, ce travail de collaboration qui est devenu une amitié et après j'ai déployé des amitiés avec d'autres artistes. Le mentor, ça a été... à travers ce mentor-là, cette personne-là aussi, le fait de réouvrir mon cœur et de réapprendre la confiance envers peut-être les autres humains. Parce que pendant des années, c'était une longue solitude. Je disais le guerrier solitaire, c'est pas faux. Donc le fait de réouvrir ce cœur et de m'ancrer dans le sol, d'être debout et de déployer. De déployer un amour des choses et un amour des gens. Et c'est... Ouais, ça peut être ça, le mentor aussi, alors. Quel coquin, ce tarot, hein. On s'attend pas aux choses, hein. Et puis... Alors, c'est le 8 de coupe, hein, si je ne m'abuse. Ouais, le 8 de coupe. C'est marrant, on retrouve un peu le solitaire avec son bâton sur la voie, sur la route. En même temps, il y a la lune. La lune, c'est mon immense amie, c'est-à-dire... j'ai fait un long travail avec la lune du tarot dernièrement dans un de mes derniers contes. Du coup, ça me donne envie de parler un peu de contes des arcanes, c'est-à-dire, pour moi, c'est plus qu'un spectacle. C'est des moments comptés que j'ai créés avec mon ami Peter, où... je déploie la vie, une destinée, la vie d'une personne ou d'un personnage fictif, mais là c'était une personne réelle, Victor Brauner. On avait tiré la carte de la lune et on avait associé ça à ce peintre surréaliste qui avait un pied dans la réalité et un pied dans d'autres mondes, d'autres sphères. Et j'avais aimé cette perméabilité dans sa vie et du coup cette perméabilité entre... le monde subtil, le monde concret, ça s'est installé dans la mienne en créant ces histoires, ces contes des arcanes. Transformer la vie de quelqu'un en conte à travers le tarot, ça a transformé ma vie en conte à travers le tarot et à travers une pratique artistique.
Et là-dedans, j'y vois, je me remets en chemin, mais cette fois pour explorer des choses encore plus profondes, encore plus subtiles, encore plus mystérieuses, encore plus belles. Et si je retourne un peu dans la sombreur, c'est pas grave, là je vais en ramener, la coupe c'est le Graal, je vais en ramener le Graal aussi, c'est-à-dire que ce soit explorer les ténèbres ou explorer la lumière, là ça devient une exploration pleine de sens et de richesse. Le 8 est le chiffre de la perfection, de la fluidité. Le 8 de coupe évoque un riche travail personnel. La carte pourra donc aussi bien parler d'un état de grâce que d'un besoin de travailler sur soi ou carrément de la nécessité de repartir de zéro. C'est une carte de connexion au monde et aux autres. C'est bien ça, le point de non-retour, le passage du seuil, c'était de me lancer dans Conte des Arcanes. C'était pas gagné au départ. J'ai commencé une vie plus prolifique, déjà en écrivant mon livre sur l'histoire du tarot. Mais là, c'est plus le travail de l'historienne, de l'intellectuelle. Mais ça nourrit la suite, parce que ce travail d'historienne nourrit mon travail de conteuse. Mais là, ce qui m'a fait vraiment aller plus loin, c'est ça, c'est de dire un jour, avec Peter, ok, on fait une résidence artistique, ça a duré 3 semaines pour le premier conte des arcanes. Et on s'est dit, allez, on y va, on prend le tarot, on tire une carte et on compte. Moi, je voulais au départ prendre des cartes de tarot et raconter des contes traditionnels en lien avec les cartes. J'ai trouvé des contes sur la mort, des contes sur le diable, des contes avec des personnages de battleurs, avec des personnages de fous, d'ermites. Il y avait de quoi faire un beau spectacle de conteuse. Bon, mon mentor, si on utilise ce mot-là, me disait non, ça va pas assez loin. C'est tout l'art d'un bon mentor, c'est de dire on va plus loin. Et il a tiré une carte de tarot, il l'a mise sur le tapis, il a dit maintenant compte. Et on est parti dans un travail d'exploration à la fois de la parole et à la fois aussi de la création d'histoire, à la fois avec une connexion à la carte qui m'inspirait un personnage. Et d'ailleurs, la première carte qui a été tirée, qui a tout commencé, c'est le mat. Alors pour ce qui est de franchir un seuil avec celui-là, et je me souviens, j'étais même terrorisée au début. Je disais, mais qu'est-ce que ça va donner, cette aventure de fou, où on va aller comme ça à raconter des histoires avec le tarot, et puis personne ne voudra jamais écouter ça. Enfin, c'est de la folie. On a passé 3 semaines à créer la première histoire avec ce mat, c'est-à-dire que la première carte inspire le personnage, sa problématique, la thématique générale de l'histoire, et on tirait d'autres cartes pour les péripéties jusqu'à la fin. Et ça a donné une histoire que j'ai joué après plusieurs fois devant le public, et les gens me disaient « Waouh, c'est fou, c'est fou encore, c'est génial, c'est intéressant, ça parle, c'est prenant ». Et je me suis dit « Ok, là il y a vraiment quelque chose ». Maintenant j'en suis à 6 contes des arcanes, donc c'est 6 spectacles, 6 moments d'environ 1 heure, voire un peu plus. Des gens commencent à participer à ces moments. Le dernier conte des arcanes, la lune, j'ai un très bon ami qui est musicien, qui est venu dessus donner sa musique, et ça donne un moment magique aussi. Donc voilà, enfin, le seuil est franchi, et évidemment, Peter m'a dit, tu vas pas faire un spectacle, un conte des arcanes, tu vas en faire 22. Et puis là, évidemment, je dis oui, parce que j'adore aussi aller loin dans ce que je fais. On rejoint le cavalier de début, mais justement, là, l'énergie est canalisée. Évidemment, on va en faire 22. Alors, 7 de coupe. Décidément, il y a beaucoup de coupes dans tout ça. C'est curieux, du coup, comme... qu'est-ce qu'elle m'inspire, cette carte ? J'aurais dit, a priori, une espèce de grand festin où le personnage est invité à trouver des trésors dans ses coupes, à les cueillir, que c'est une carte d'abondance, une carte prolifique. Et en même temps, il y a un côté un peu... c'est un songe, c'est un rêve, son festin est sur un nuage... avec des objets dedans un peu curieux, un serpent, un fantôme, un dragon, une couronne de laurier. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui se fait des illusions, qui est en plein fantasme ? Donc je suis un peu déstabilisée parce que j'ai pas l'habitude des arcanes mineures forcément, et en plus ce jeu je le connais pas très bien. Mais là ça me fait... moi j'aurais dit 7 de coupe, je l'aurais vu comme une plénitude affective dans ce que j'ai l'habitude
enfin du tarot de Marseille, mais là, plutôt un peu naviguer entre le songe et puis les espérances, les peurs, les doutes, les belles choses malgré tout. Le 7 de coupe évoque la nécessité de rester concentré pour ne pas s'illusionner. C'est donc un appel à la raison, mais aussi une carte de générosité et de découverte du bien commun. Si c'est les premières épreuves auxquelles me confronter, je trouve que là, cette carte parle très très bien. C'est-à-dire, je trouve, enfin encore aujourd'hui, je trouve toujours que le pire ennemi est en nous. C'est pas tant les épreuves extérieures ou des gens mauvais qui auraient pu me barrer la route ou non, les barrières sont là. De toute façon, si on rencontre quelqu'un de mauvais à l'extérieur, mais qu'on s'en fout complètement à l'intérieur, il nous barrera pas la route. Et là, je trouve cette carte, je la trouve magnifique. Alors parce que je trouve que les pires épreuves auxquelles j'ai à me confronter encore aujourd'hui, parfois, c'est les mirages, les illusions, les rêveries. J'ai un côté un peu encore aujourd'hui mélancolique et puis rêvasser un peu. Donc parfois je suis un peu prise d'une langueur et je vais rêvasser en regardant la forêt à travers la fenêtre. Puis je me dis allez au travail maintenant. Allez, un peu de training, un peu aussi de... J'ai beaucoup travaillé le corps, le physique dans cette pratique artistique parce que c'était important de ne pas rester dans la tête, dans les rêves. Et j'ai parfois tendance encore à aller dans la tête, dans les rêves. Et je trouve que c'est il faut savoir gérer ça. Il faut savoir gérer les idées qui vont n'importe où. Il faut savoir gérer les fantômes, les casseroles, les angoisses. J'aime bien. Enfin, le dragon, pour moi, c'est plutôt un ami. Mais enfin, les peurs, ou alors les espoirs. Si on fait des spectacles, on peut se dire oui, c'est pour la gloire, c'est pour être applaudi. Il y a un côté comme ça, hein. On peut se dire aussi, voilà, on ne fait pas toujours de la scène pour partager son art avec l'humanité. C'est aussi une soif de reconnaissance. Ça peut être aussi un démon à combattre. Si on tombe trop là-dedans, ça devient vain. Donc il y a tout ça. Donc en tant qu'obstacle, je trouve que il peut être quotidien d'ailleurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui en moi fait barrage à cette pratique, à cet art, à ce chemin, à cette volonté d'aller plus loin, de donner le meilleur de moi. Eh bien c'est moi-même. J'ai envie d'ajouter d'ailleurs que ce combat, enfin, j'ai vraiment un langage belliqueux, mais c'est peut-être le cas. Ce combat, je trouve, ça va jusque dans le quotidien, c'est-à-dire jour après jour, comment progresser dans sa vie, dans ce qu'on est. Enfin, je me dis, voilà, alors est-ce que ce matin je la fais, cette méditation, je le fais, ce training, ou je vais encore rêvasser en buvant mon café en me disant oh, aujourd'hui je suis de mauvaise humeur, ou alors non, je prends le taureau par les cornes et je le fais, ce training. Et après, oui, il faut faire les recherches pour le prochain livre, il faut faire les recherches pour Contes des Arcanes, parce que je fais beaucoup de travail de recherche historique. Donc, allez, on prend les bouquins au boulot, là. Et c'est après comment ménager ça avec le repos, le plaisir, dire allez, maintenant on va se faire un bon gueuleton entre amis, ça fera du bien. Et pas en faire un deuxième ni un troisième le jour suivant et le jour d'après, parce qu'il y a du travail, il faut être en forme. Enfin, comment être en harmonie avec tout ce qui nous constitue, avec les démons, comme avec les rêves, comme avec les meilleures choses comme les pires. Et c'est un équilibre à trouver peut-être entre toutes ces coupes, entre tous ces personnages qui nous habitent aussi. Je dis nous parce que enfin, c'est marrant, je dis, ces personnages qui nous habitent. Je parle un peu de tout le monde, on a tous des personnages en nous, mais tous ces aspects, tous ces personnages, toutes ces forces, toutes ces faiblesses, Moi, ça fait des années que je suis un peu dans un chemin d'introspection, et à chaque fois, je découvre de plus en plus de choses, et je suis sidérée de voir que ce soit l'énergie du corps, que ce soit l'énergie un peu plus subtile, enfin des forces que je sens moi, que ce soit l'inconscient qui entrouvre ses portes parfois pour laisser venir des images, des sensations, des intuitions. Que ça soit parfois, j'ai fait aussi du travail de régression hypnotique par exemple. Et c'est un moyen de s'explorer qui est assez fascinant, où j'ai retrouvé des personnages, des personnes, je sais pas, qui sont en moi. Bon, on va dire, certains peuvent dire c'est des vies antérieures, certains peuvent dire c'est des archétypes inconscients, et d'ailleurs ces personnages m'inspirent pour mes histoires.
Mais je me dis d'où ça vient tout ça, mais je trouve que c'est faramineux tout ce qui s'ouvre dès qu'on se met à chercher. Et on s'éloigne un peu de la carte, mais en même temps je la trouve inspirante avec tout ça, qui est à la fois un rêve, qui est à la fois dans l'inconscient, dans l'esprit, dans le subtil, et en même temps il ne faut pas que ça reste là, il faut le faire rentrer en soi, l'ancrer, l'incarner. C'est... Le pape. Ah bah j'allais dire, j'ai toujours pas eu un arcane majeur là. Bah le pape... Allez, historiquement dans le tarot, le chef de l'église catholique romaine, qu'est-ce qu'il vient faire là? Le maître, le papa, comme je connais pas le contenu de ta question, je sais pas si c'est en positif ou en négatif, ça pourrait être le mentor aussi, ça pourrait être celui qui m'a transmis tant de choses. C'est celui qui dirige les esprits des autres par rapport à ce que je vois sur la carte, par rapport à dans la bonne direction. Ça peut être aussi dans la mauvaise. Quelqu'un qui a un pouvoir, qui a une influence, qui a un poids, qui peut avoir un poids sur moi, sur mon esprit alors. Le pape, ou le hiérophante, est une figure d'autorité et de transmission. Elle incarne un professeur, un guide spirituel ou un médiateur. Une figure qui a maîtrisé ses passions et peut enseigner la voie vers une vie plus heureuse. C'est évidemment une figure religieuse ou mystique, mais la carte peut aussi représenter une image paternelle, idéalisée ou plus simplement un grand-parent. Est-ce qu'il y a eu des préparatifs pour ancrer ma démarche artistique? Est-ce qu'il y a eu... oui, le pape, c'est marrant, là il est là aussi le mentor, c'est-à-dire j'ai suivi pendant plusieurs années un enseignement rigoureux qui m'a permis de me connecter à moi-même et de développer cet art, et je l'ai suivi sans me poser de questions. C'est-à-dire, ok, je croise le chemin de quelqu'un en qui j'ai confiance et je vais suivre ce qu'il me dit. Que ce soit lui ou aussi d'autres personnes que j'ai pu croiser à ce moment-là. J'ai fait aussi du travail thérapeutique, par exemple, et là c'est pareil, c'est un acte de foi, de confiance en autrui. Accepter un moment de dire, ok, je vais lâcher un peu mes idées, mes casseroles, je vais suivre quelqu'un un peu. Pas dans le sens abandonner tout ce qu'on est, abandonner son sens critique, pas du tout, mais c'est simplement avoir confiance en un enseignement, en quelque chose qu'on ne connaît pas, quelqu'un qui va nous dire voilà, moi je te propose ça, on y va? Et je dis ok, on y va. Et s'il y a des moments, j'ai des doutes, des questions, on verra plus tard, on y va. Je dis ça en plus parce que j'ai remarqué, je pratique encore en groupe en ce moment des pratiques artistiques ou thérapeutiques, et je vois de plus en plus de gens, ça le faisait moins avant, qui sont là, non, je suis pas bien, non, je m'en vais, et tout, mais je suis pas sûre, je les singe un peu, mais ça m'agace un peu parfois, dire, mais allez-y, bougez-vous, quoi, on verra après. C'est si vous n'êtes pas là aussi pour un peu écouter ce qu'on vous dit, n'écoutez pas, ne venez pas. Il y a un moment, j'ai suivi, voilà, et je me suis dit, ok, j'ai des doutes, je suis fatiguée, j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête, tant pis, j'y vais. Et ça m'a ouvert des perspectives, parce que justement, écouter bien quelqu'un, c'est aussi arrêter de s'écouter soi, à un moment, de son verbiage dans la tête, arrêter d'écouter les histoires qu'on se raconte pour écouter les histoires de quelqu'un d'autre. Après, c'est pareil, c'est pas genre tout avaler bêtement sans réagir, c'est justement un échange d'histoires, parce que d'un côté, ceux qui sont là renvoient à quelque chose. Après, sur un sens plus global qui dépasse les personnes, c'est s'ouvrir à plus grand que soi. Et donc aussi sortir de son ego, sortir de sa personne, sortir de ses casseroles, sortir de ses blessures, sortir de ses idées, sortir de ses émotions personnelles qui nous enferment parfois trop, pour dire ok, j'y vais, et puis merde, on verra. Et ça me fait penser à ce que disait Jodorowsky, dans ce que disait, je l'ai jamais entendu vraiment parler, mais j'ai lu beaucoup ses livres au début. C'est si vous, j'aime bien avec son accent un peu, si vous n'y parvenez pas, si vous n'y arrivez pas, eh bien faites semblant d'y arriver et vous y arriverez. Donc des fois, je me disais, oh, j'y arrive pas, compter des histoires pendant 1 heure, c'est oh moi, qui suis, pauvre fille, qui suis-je, j'ai mal, je souffre, non, mais moi, puis j'ai 40 ans passés, c'est pas. Et puis non, j'y vais. Et puis je vais faire semblant, tiens, non, je dis ça, c'est faux, j'ai jamais fait semblant. Je pense pas, mais en tout cas, je suis fatiguée, et bien je vais faire semblant de pas être fatiguée. Et puis, comme par hasard, la fatigue s'en allait. J'ai des doutes, je vais faire semblant de pas en avoir. Comme par hasard, les doutes s'envolaient. C'est pas tant faire semblant qu'aller dans l'action.
Et quand quelqu'un dit « suis-moi », le suivre. Aujourd'hui, je commence à donner des ateliers de pratique à des gens qui viennent s'essayer à l'art de raconter des histoires. Et je commence un peu à dire à des gens « suivez-moi ». Pour un partage, encore une fois, c'est pas le fait de diriger et d'être dirigé, mais de proposer quand même des clés, des idées, des choses, des pratiques, des exercices, des ressentis. Il faut qu'il y ait ce suivi. Suivez-moi et je vous suis. Suivez-moi et je vous suis. Restez pas dans votre coquille. Ne restons pas dans nos coquilles. Et je pense que le pape, ça peut être ça. Cadre de denier. Lui, il m'inspire le côté, un côté que j'ai aussi, c'est-à-dire le côté un peu « non, j'ai peur, je veux pas y aller, je préfère être en sécurité ». Le chiffre 4 représente la structure, la solidité. Le 4 de denier peut donc ainsi évoquer le besoin de thésauriser, de bien veiller sur ses acquis ou, au contraire, nous mettre en garde sur une trop grande rigidité qui nous paralyserait. Et c'est marrant, là, il y a les tours, ça me fait penser aux tours de la BNF, ça me fait penser au petit fonctionnaire qui gagne ses 4 sous par mois et qui va tous les jours au bureau, qui fait ça. Et donc, pour moi, c'est le côté un peu, mon côté fonction publique, parce que j'y suis toujours à la BNF, et le côté travail de bureau, que pour l'instant, je ne quitte pas, parce que, d'une part, ça me donne une sécurité matérielle qui n'est quand même pas négligeable en ce moment, mais c'est aussi un lieu où je vais... dans les magasins, trouver des livres incroyables, explorer, regarder. Après, c'est en salle de lecture que je vais les étudier, mais j'aime bien me balader dans ces magasins là où je vais pour mon travail et où je vois ces kilomètres de rayonnage de livres. Parfois, j'en prends un au hasard, je regarde. J'ai une fascination pour les bibliothèques depuis que je suis petite déjà, de toute façon, et des lieux remplis de calme aussi. Ça me donne aussi une sécurité, une quiétude intérieure. Mais pour revenir à celui-là, c'est peut-être mon pire ennemi pour ce qui est d'avancer dans l'art, parce que c'est le côté « oh non, mais attends, faut pas prendre de risques, attention ». La peur de l'insécurité, la peur du lendemain, la peur de ne pas assurer aussi. C'est un vrai démon celui-là en fait. L'épreuve suprême, c'est pareil, c'est pas tant dans le fait que je me suis pris un grand coup dans la tronche quand j'ai commencé à faire des spectacles, pas du tout. À chaque fois que j'en ai fait, ça a très bien marché, les gens étaient contents. Je reçois que des choses positives, c'est merveilleux pour ça, parce que j'ai jamais eu de retour négatif pour l'instant, et que ce soit les ateliers, les spectacles, le livre Histoire du tarot, alors j'espère que le deuxième livre marchera bien, donc c'est pas ça le problème, non, le problème c'est plutôt ça, ce personnage que j'ai en moi qui me fait me rétracter parfois. La peur de manquer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de... J'ai parfois eu des moments de profonde angoisse. Ça peut remonter à loin après, l'angoisse. De dire non, j'arrête, j'en peux plus. Et lors d'un moment de création, pendant la résidence, un soir, je l'avais dit à mon coach, j'avais dit à Peter, il me fait « ça va aujourd'hui ?» Je fais « non, ça va pas, non. J'ai peur, je suis morte de peur, je suis bouffée par la peur de là jusque là, j'ai peur là, j'ai la trouille, j'ai les foies, j'ai les chocottes, j'ai les pétoches, j'en peux plus tellement j'ai peur, quoi. Et c'est intéressant parce que pour se dépasser, pour aller plus loin, pour mieux se connaître, c'est bien d'appréhender aussi ces aspects-là qu'on porte tous, plus ou moins, la peur, qui n'a pas peur en ce bas monde, et de la regarder en face, dire ok, j'ai peur. Ouais, ça va pas aujourd'hui, ou je suis fatiguée, je suis en colère, j'ai peur. Bon, lui, c'est plutôt la peur, je trouve. Eh bien, parlons-en de la peur. Et puis, bizarrement, après en avoir bien parlé, après l'avoir bien étalé sur la table, j'avais moins peur. Mais c'est encore présent aujourd'hui. Et en plus, pour faire de la scène, gérer l'angoisse, c'est pas... Il faut la gérer, parce que si on arrive sur scène comme ça va pas du tout. Donc... Parce que je ne suis pas tellement d'accord avec les gens qui disent que le trac c'est bien. Non, c'est pas bien. S'il est trop fort, il paralyse, il empêche de s'épanouir, il empêche de s'éclater. Non, c'est pas bien. Mais voilà, en tout cas, l'épreuve suprême, ça peut être, qui est un peu moins présente aujourd'hui, mais qui peut revenir. C'est cette peur, quoi, qui
qui ronge les os, qui bouffe le système nerveux, qui met des mauvaises idées dans la tête. Non, j'y arriverai jamais. Et tous ces genres de bêtises, quoi. Et je dis ça parce que j'ai envie d'en parler, parce que que ce soit dans les ateliers que j'ai suivis avec d'autres personnes ou que je donne moi-même aujourd'hui, ou dans les tirages de tarot que j'ai pu faire aux gens, mais qu'est-ce qu'on est tous bouffés par ça? Non, je suis nulle, je suis pas bien, je suis moche, j'ai pas de talent, non mais moi c'est rien, non mais moi je suis personne, et puis j'ai peur, et puis oh, non, je veux pas savoir. Et c'est un mauvais coquin, ça. Et je pense que c'est un personnage qu'on retrouve beaucoup dans notre société. Peut-être que c'est notre société qui nous a un peu formatés comme ça. Reste assis, reste dans ton coin, bouge pas, accumule le pognon, achète ton petit appartement, achète ta petite voiture, et puis garde ton argent, et puis ferme ta gueule. Le fait d'écrire et tout ça, le fait de marcher sur un chemin, c'est tout le contraire de ça. Mais il en faut du boulot pour fiche en l'air des années de conditionnement dans les écoles, dans les familles, dire non, moi je suis moi, et moi j'ai envie de dire ça, et j'ai envie de vous montrer ça, et de vous faire participer à ça, j'ai envie de vous donner ça. Lui, il est tout le contraire de donner, il me dit moi je garde. Et c'est aussi l'égoïsme, c'est aussi le fait de ne pas voir plus loin que le bout de son nez, c'est le petit français moyen, ça j'ai envie de dire aussi, ou la petite française moyenne. J'ai envie de dire à chacun d'entre nous, écoutons nos peurs, considérons-les, pour leur dire après, allez, venez, on y va quand même. Les peurs, venez avec nous, on y va, on avance. On ne reste pas assis comme ça. Voilà. 9 de bâton. C'est marrant, lui, il a un bandage sur la tête en plus. Puis qu'est-ce qu'il fait là? Il attend, il a l'air un peu coincé quand même. Ça n'a pas l'air d'aller fort pour lui. Hein. Peut-être qu'il y en a trop aussi. C'est genre, il en a trop fait et puis du coup il s'est même blessé en faisant trop. Puis il y a trop de bâtons, il sait plus quoi faire avec tout ça. Le chiffre 9 est synonyme d'accomplissement. Le 9 de bâton est signe de prévoyance. C'est une carte qui évoque une réussite possible, mais surtout la peur de ne pas l'atteindre. La prudence quant aux dernières étapes, le besoin de persévérer ou de se dépasser pour réussir. Qu'est-ce que m'a apporté ma première victoire? Ouais, mais encore plein de boulot à faire. Tous ces bâtons là, y a le bouquin à écrire, et ça va faire des mois de travail encore, il y a les autres contes des arcanes à écrire, il y a encore plein de choses à préparer, et puis il y a le démarchage artistique, il y a tout ça. Enfin, oui, ça fait encore plein de boulot à faire. Et c'est aussi l'idée que ces premiers moments, Contes des Arcanes, entre autres, et le livre, ça a commencé à porter quelque chose, mais pour l'instant, oui, c'est pas encore la voie royale, quoi. Il faut encore beaucoup travailler. Puis c'est toujours du travail, en plus. Enfin, le démarcher aussi, pour vendre ses spectacles, c'est difficile en ce moment. Parfois, ouais, il y a peut-être une fatigue, d'ailleurs. Il a l'air un peu fatigué, le bonhomme, là. Il y a encore tout ça à faire. Ok, allons-y. Et puis peut-être qu'après, oui, ça va s'éclaircir un peu. Peut-être aussi que j'en fais trop. Entre l'écriture d'un livre historique, l'écriture de contes, l'écriture d'histoires au pluriel, le training, le fait de pratiquer régulièrement sur le plateau, le fait d'aller bosser à la BNF, le fait de faire du tarot aussi. Et oui, ça fait peut-être beaucoup. Je prends pas beaucoup de vacances, donc je suis fatiguée. Voilà. Oh, qu'elle est belle, la reine de coupe. Bon, elle m'inspire peut-être celle que je suis en train de devenir. J'ose à peine dire que ce serait moi, parce que je la trouve magnifique, je la trouve dans toute sa grâce. Là, je vois une personne qui s'assume telle qu'elle est, avec à la fois sa beauté et sa faiblesse, avec sa sensibilité, sa douceur, mais qui est une reine quand même, enfin, qui est... On sort du « faut se battre ». Non, là, je suis moi avec ce que je suis. Je la trouve très touchante. La reine est une carte de maîtrise, mais plus réceptive qu'active. Il ne s'agit donc pas de soumettre l'élément, mais de l'accompagner.
Ici, la reine de coupe est une carte qui évoque la sensibilité. Elle symbolise la compassion, l'intuition, le fait d'écouter notre voix intérieure, d'avoir de l'empathie ou de ne pas avoir peur d'assumer qui on est. Elle peut aussi symboliser une personne chaleureuse ou maternelle. Bah là, oui, le retour, moi je trouve que c'est ça alors. Ça m'a permis de me déployer, d'être dans cette authenticité, de faire la part des choses entre les forces, les faiblesses, d'accepter cette vulnérabilité, d'avoir enfin ouvert mon cœur aussi à ces pratiques artistiques et aussi aux autres. Et le fait de l'incarner pleinement. Et dans le quotidien, moi je sais que ça a réenchanté mon quotidien dans le sens, de toute façon, pour moi, il n'y a pas vraiment de coupure entre le quotidien et la pratique artistique et l'écriture d'histoire ou que sais-je. Les deux vont ensemble, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Chaque jour, je me dis, allez, je la fais, cette méditation, ça va me poser, ça va fluidifier, ça va ouvrir le champ des possibles et ça me crée un quotidien qui m'enchante de plus en plus. Le 7 d'épée. Il n'a pas l'air bien, lui non plus. J'ai l'impression que dans le rider, le 7, c'est pas un chiffre très... C'est vrai qu'il a l'air méchant, lui, quand même, là. Donc on voit les combats au fond, on voit un mec qui prend des épées, en plus dans ses mains, par la lame, pour aller les cacher. Ça me donne l'impression qu'il y a encore des combats à mener, ça me donne l'impression que lui, il y a toujours en moi quelqu'un qui se méfie, qui va peut-être cacher des armes au cas où on l'attaquerait encore. Il y a un peu ce côté-là, je sais pas. La famille des épées fait référence à l'intellect. Le 7 d'épée est plutôt une carte négative, puisqu'on l'associe invariablement à la trahison. Elle évoque ainsi le fait de se tromper, d'être manipulé ou trahi, mais aussi l'avarice, la nécessité de se méfier de son entourage ou l'effet de mentir aux autres et à soi-même. La carte peut aussi aborder l'idée du sacrifice de soi. Donc si ça peut évoquer une épreuve, si ça peut évoquer soit la trahison, ce qui m'a fait venir à Paris toute seule avec mon petit sac à dos, j'aurais bien aimé avec mon destrier, mais je n'en avais pas, c'est cette trahison, la sensation d'avoir été trahi par la vie. Je suis arrivée à Paris seule, tous mes amis de jeunesse m'ont abandonnée parce que j'étais trop abîmée par la vie, par les choses, si on parle de choses comme ça. J'étais malade, j'étais dépressive, je suis arrivée à Paris avec la sensation d'avoir été doublement trahie, et par la vie et par les gens. J'en voulais un peu à la terre entière à cette époque-là. Et c'est marrant, je sens la cruauté des lames, là, leur nuisance, les mauvaises paroles. J'avais reçu, quand j'étais jeune, beaucoup de mauvaises paroles dans la tronche aussi. Tu es ceci, tu es cela, tu es... tout ce que tu veux, tu es laide, tu es stupide, tu es... bref, tout ce qu'on peut entendre comme mauvaises paroles. Et en même temps, si j'avais pas reçu ces coups d'épée, ces mauvaises paroles, ces trahisons, je serais pas venue à Paris toute seule avec mon petit sac à dos sans même savoir où j'allais vivre à cette époque-là. En plus, tout ce que j'avais, c'était une auberge de jeunesse et puis un rendez-vous à la Sorbonne. Mais s'il n'y avait pas eu tout ça, je serais pas venue à Paris pour vivre ça. Et il n'y aurait pas eu ce magnifique chemin après ces années d'épreuves qui se seraient déployées et ouverts. Et le fait aussi d'avoir reçu des mauvaises paroles, ça ancre le travail de la parole dans une profondeur aussi, c'est-à-dire on conçoit la puissance des mots, la puissance d'un mot qui détruit, et la puissance d'un mot qui peut aider à reconstruire, la puissance d'un mot qui fait du bien, la puissance d'un mot qui fait du mal. Je regrette pas ce fond-là de souffrance qui m'a donné, oui, une force aussi. Une force et surtout l'envie d'aller très très loin pour réparer ces mauvaises choses. Et quand on veut aller très très loin pour réparer, ça va loin dans l'exploration de soi. Et après, peut-être dans l'exploration des autres, mais de soi pour commencer. Et je regrette pas du coup, parce que ça m'a forcé à aller loin. Alors ça peut paraître prétentieux de dire qu'on va loin. Je me suis pas fait de cadeau, c'est-à-dire ok, il y a quelque chose qui va pas, on va aller voir ce que c'est. Et si ça prend des années de travail, de pratique, d'introspection, de thérapie, de travail sur le corps, sur le mental, sur le cœur, sur le physique, sur l'énergie, on y va.
ça a contribué à la puissance de cet art oratoire aujourd'hui sur scène, la parole, le conte. C'est le mal, le bien, le yin, le yang. Le sombre nourrit le lumineux, comme le lumineux nourrit le sombre. Et je pense que c'est bien que les deux soient là. Peut-être que parfois, se prendre une mauvaise parole dans la gueule, ça fait qu'on se bouge aussi. Du coup, par peur ou par colère, dire « Ah non, je ne suis pas comme ça, je te déteste !» Et dire « Non, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça !» Et ça peut, voilà, ça participe au chemin. Drôle de carte, ça m'a du coup fait ouvrir ces champs-là, mais après tout, c'est peut-être une bonne chose d'en parler aussi. Que tout ne va pas de soi, que tout n'est pas oui, j'ai fait des stages, j'ai fait du conte, j'ai rencontré des gens merveilleux, je m'épanouis, je me déploie, et puis oh, c'est tellement beau la vie. Bah non, des fois, c'est pas beau. Et ça fait partie du chemin. Oh, l'ermite! Tel qu'il est présenté sur cette carte-là, en tout cas, c'est la lumière, enfin je sais pas, elle est sombre quand même. Et il est au sommet d'une montagne aussi, donc c'est celui qui guide, qui va éclairer les ténèbres. Du coup, je pense que c'est dans cette carte, c'est un sage, c'est celui qui peut éclairer le chemin, qui peut à présent a suffisamment de ressources en lui pour allumer la lumière quand les choses sont ténébreuses. Peut-être celui qui guide les autres aussi, même s'il reste seul quand même. Mais ça devient une solitude qui est pleine de sagesse et de force, et pas une solitude subie. C'est pas un isolement. L'ermite, c'est pas un isolé, c'est un solitaire, mais qui éclaire avec sa parole. L'ermite évoque une figure sage qui nous guide dans l'obscurité. C'est une carte de crise, elle parle d'un voyage intérieur et du fait de se confronter à ses propres ténèbres. L'ermite peut autant faire référence à la solitude et l'isolement qu'à un mentor qui vous aide à surmonter une épreuve personnelle, ou au contraire, elle peut rappeler un père absent ou froid. Qu'est-ce que ça a fait de moi, toutes ces épreuves en fait? Qu'est-ce que ça... Peut-être, allez, on va dire c'est le tarot qui le dit, ça m'a peut-être donné une certaine sagesse. En tout cas, oui, ce que j'ai envie de garder, c'est ça, c'est que oui, maintenant j'ai peut-être acquis la possibilité d'allumer la lumière dans les ténèbres et de ne plus me laisser balloter au gré des humeurs, au gré des choses, au gré des épreuves, dire non, là j'allume la lumière, maintenant ça suffit, quoi. On n'a pas que ça à faire non plus, donc de pas trop écouter les idées noires, de pas trop, de les considérer, mais c'est toujours pareil pour les dire allez, maintenant on avance, ça suffit, quoi, on y va. Peut-être qu'après, oui, ça peut donner aussi la personne qui va essayer d'aider les gens tant bien que mal. Et aussi peut-être sur scène, voilà, de justement, c'est un de mes buts avec Conte des Arcanes, c'est-à-dire de déployer une parole qui à la fois, j'espère, peut enchanter, faire rêver, transporter dans un beau voyage, dans une belle histoire, et en même temps une parole qui peut apaiser, guérir. J'ai toujours eu un truc sous-jacent un peu aussi dans l'idée de la parole qui guérit, quoi, c'est-à-dire le côté un peu thérapeutique de la parole aussi. En tout cas, j'adore quand les gens viennent me voir après un spectacle qui me disent « Oh, ça nous a fait du bien !» Et je pense que l'ermite, c'est celui qui fait du bien. Malgré, la carte quand même est sombre, mais malgré les laideurs de ce monde, malgré quand même les difficultés, malgré... j'ai encore un peu de mal aujourd'hui à avoir foi en une certaine humanité, à dire parce que des fois quand je vois dans les trucs de développement personnel, oui, la lumière, l'amour, la joie, le soleil, je prends une voix un peu cassée, mais je vais vous dire, j'ai un gros rhume, mais et voilà l'amour, ça m'énerve. Oui, d'accord, mais bon, quand même. Donc moi j'aime bien ce côté-là de l'ermite, c'est-à-dire ok, oui, de la lumière quand même, mais il faut la déployer avec force et courage et avancer sur le chemin, parce que le chemin est difficile, parce qu'on n'est pas chez les bisounours. Il y a des choses difficiles en ce bas monde encore aujourd'hui, quoi. Et donc si je suis devenue ça, je suis contente.
Roi des coupes. Tiens, Là, c'est un roi, il est ancré, il siège sur son royaume, même si c'est l'eau, là, mais c'est fluctuant d'ailleurs, mais il a une assise, une solidité. Il dit, ok, moi je suis avec mon cœur, et avec mon cœur, je fais ce que j'aime faire, et je le fais pour les autres, et aussi pour moi d'ailleurs, par amour pour soi, par amour pour autrui. Je peux peut-être ajouter alors que pour être un ermite digne de ce nom, il ne faut pas oublier le cœur. Le roi de coupe, c'est la plénitude du cœur aussi. J'ai l'impression que c'est un peu un message du tarot. C'est aussi dire ne faites rien si vous ne le faites pas avec votre cœur, si vous ne le faites pas avec cet amour de ce que vous faites et avec cet amour des autres. Donc ça pourrait être contradictoire avec ce que je viens de dire, avec le développement perso bidon. Là, c'est l'amour. Le roi est une figure d'autorité. C'est une carte qui évoque la maîtrise. Le roi de coupe est une carte qui représente le fait d'être en accord avec ses émotions et de ne pas se laisser submerger. L'arcane évoque aussi la diplomatie, le fait de voir tous les aspects d'un problème et d'y faire face. Le roi de coupe est le patriarche bienveillant, mais c'est aussi l'artiste par excellence, en parfaite maîtrise de son art et de ses sentiments. J'ai envie de dire que malgré les épreuves, c'est ce qui m'a guidée aussi, c'est-à-dire... bizarrement, quand j'étais toute jeune, j'avais cet amour de l'art, de la scène, des contes, des histoires, de la musique. Et j'ai pas écouté cet amour pendant longtemps, j'ai pas écouté cet amour de l'autre, j'ai pas écouté cet amour de moi-même, Mais c'est lui qui permet de se déployer aussi, c'est-à-dire le travail le plus dur n'aboutit pas à quelque chose de beau si on n'a pas cet amour de ce travail, cet amour de soi, cet amour des autres, cet amour de l'art qu'on pratique. Donc écoutons notre cœur. Et on peut l'écouter sans tomber dans les fioritures. Tout est amour. Bah non, je pense pas que tout soit amour, non, il y a de la haine aussi. Mais écoutons notre cœur en tout cas, pour se déployer. Cette nouvelle émission est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère que vous avez apprécié cette rencontre avec Isabelle Nadolny. Les légendes autour du tarot sont une grande partie de ce qui m'a poussé à m'investir dans cet objet et son livre fut vraiment une mine d'or pour répondre aux questions que je pouvais encore avoir. Elle a aussi eu la gentillesse de vérifier que je ne disais pas trop de bêtises dans l'épisode 3 d'Arcane et je lui en suis infiniment reconnaissant. Est-ce l'aspect guerrier du tarot Marseille-Waite qui l'a inspiré ou s'est-il parfaitement prêté à ce tirage? En tout cas, Isabelle nous a livré un récit épique. Avec 5 cartes, dont 3 de cours, on peut dire que la famille des coupes se sera taillée la part du lion de ce tirage, nous présentant une Isabelle débordante d'émotions. Mais ce qui m'amuse le plus, c'est sûrement que les 2 seuls arcanes majeurs tirés sont le pape et l'ermite, les 2 figures du mentorat, ce qui ancre bien Isabelle dans sa démarche de transmission, que ce soit dans ses livres ou dans ses contes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou la partager et pensez à vous abonner pour ne rater aucun des futurs épisodes. Normalement, le prochain portrait sortira en février. Je n'ai pour le moment pas beaucoup de plus de visibilité que vous, mais j'ai plusieurs pistes intéressantes que j'ai hâte de partager avec vous. Une fois encore, je vous invite à me dire en commentaire qui vous souhaiteriez voir dans l'émission lors de cette nouvelle saison. Comme à chaque fois, vous pourrez trouver tous les liens vers les œuvres évoquées dans la description de la vidéo. C'est une bonne occasion de me soutenir si vous en avez envie, particulièrement pendant cette période de fête. Je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine.